tous, bienvenue sur Hors Média pour un nouvel épisode de Art Talk Show, l'émission consacrée aux artistes plasticiens. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous Vincent Hollinet. Bonjour Vincent. Bonjour Pauline. Alors Vincent, tu es un artiste plasticien sculpteur en particulier. Tu es un plasticien selon moi hors norme, qui sculpte des objets qui sont merveilleux, absurdes ou inquiétants, en jouant principalement sur les variations d'échelle. Ton travail est truffé de références au classicisme et au baroque, mais aussi aux contes de fées, à la pop culture en passant par Walt Disney. Il en découle toujours une inquiétante étrangeté parce que tes objets ont tendance à sortir de leur contexte. Ils sont en proie à une sorte de déliquescence. On a l'impression qu'on frôle un petit peu la catastrophe. C'est très particulier, voire l'accident ou l'accident industriel. Vision singulière et ton savoir-faire, ils sont très artisanaux, selon moi, mais ils prennent des dimensions industrielles dans la manière dont on peut les voir derrière, par exemple, les vitrines Hermès ou lors du voyage à Nantes. C'est toi qui fais les décorations d'hiver à Nantes pour Noël. Oui. Ça, c'est un petit peu ma définition de ton style, mais comment est-ce que toi, tu définirais ton style en une phrase ? Mon style en une phrase, moi j'aime toujours le définir en mettant deux mots côte à côte. J'aime beaucoup parler de brutalité et de finesse. Voilà, c'est mes deux approches. J'aime être très précis, très fin et en même temps il faut que les choses soient faites très vite et tant pis si ça déborde ou si ça tâche. Voilà, d'où la brutalité ou les médiums ou les outils que j'utilise comme la tronçonneuse, etc. Ah, c'est vrai que c'est amusant parce qu'on a une impression quand même de raffinement dans ce que tu fais, mais quand il va, c'est spontané. Ouais, c'est spontané, c'est dans l'urgence. Mais tu travailles vraiment pour moi, c'est vraiment comme un artisan, mais qui fait un travail d'orfèvre vu de loin, en tout cas. Ouais, c'est l'idée, c'est ce que j'essaie de faire. Toucher un peu à tout et arriver à donner l'impression d'un travail, on va dire, maîtrisé ou en tout cas de savoir-faire, mais c'est vraiment que l'intuition. J'ai lu dans une de tes interviews que ce qui t'intéressait, c'était d'arriver à quelque chose d'assez abouti, mais pas complètement. C'est ça, j'aime généralement bien me définir en disant autour de 80% de la réalisation, je suis satisfait parce que c'est dans le diable et dans les détails. Et c'est ces derniers 20% qui vont être compliqués. Comme je suis dans une espèce de rapidité ou d'urgence à faire exister l'objet et à produire, 80% ça me convient. Et les 20% qui font la différence, pour toi, c'est du plus ou c'est du moins au final ? Pour moi, ce serait du moins parce que ce serait une perte de temps et je préfère m'attaquer à une autre idée ou faire 2 fois le même objet et recommencer à zéro et plutôt que m'embêter à essayer de peaufiner quelque chose qui est en soi le travail d'un artisan, ensuite d'arriver à avoir un vrai travail abouti. Je préfère garder l'essence de l'objet comme on peut le voir, comme on l'imagine aussi en tant que spectateur en ayant comme ça une vision à peu près de l'objet. Pour moi, c'est quand même un plus quelque part parce que c'est ce qui fait cette légère imperfection, ce basculement, aussi bien au niveau du fond que de la forme, c'est ce qui te qualifie en fait en tant qu'artiste. C'est ce qui, selon moi, donne ta patte. Et on a l'impression, même si on le voit derrière une vitrine, que c'est pas justement du travail sériel. On a l'impression d'une âme et d'un parti pris en fait déjà par rapport à l'objet. Oui, il faut qu'on garde l'idée ou qu'on comprenne que l'objet était fait à la main. Et c'est très important pour moi. Donc ça fait aussi partie, les erreurs font partie de l'objet, les accidents de production, qu'on comprenne que c'est pas fait par une machine ou que c'est pas fait en série. Même si d'une certaine manière je travaille à la série, mais... Et justement, en fait, toi et moi, on se connaît depuis pas mal de temps. Il faut quand même le dire, il faut l'avouer à la caméra. On se connaît depuis 22 ans, presque 23 ans. Et à l'époque, on a même vécu un petit peu en colocation à Montréal. On était à Montréal pendant quelques mois en 2003. Et à l'époque, on parlait beaucoup de Warhol. En fait, on était tous les deux très, très fans de Warhol. Et il y avait cette fascination, et je pense à la notion de série, parce que Warhol est obsédé par l'objet sériel, et pour moi, tu l'es aussi. Oui. D'où ça vient ? Ça vient sûrement de Warhol quelque part, hein, parce que étant, on va dire, jeune adulte ou jeune artiste, j'étais très inspiré par son travail, mais parce que c'est aussi une façon d'aborder une idée sans réussir à en faire un exemplaire, c'est-à-dire un exemplaire va pas déterminer quel est l'objet. Quand on aura vu un objet, on aura vu un gâteau par exemple, mais ils peuvent être tous différents, mais quand on aura vu 100 gâteaux, on comprendra à peu près quel est l'objet qui se cache derrière ou quel est l'objet idéal en fait. Ah, c'est drôle, parce que moi j'avais jamais pensé à ça, j'avais justement pensé qu'il y avait une recherche de l'identique, justement, qui est cette volonté de clonage, et j'ai jamais pensé que finalement chaque objet pouvait être quelque part en comparaison avec un autre, plus loin qu'un autre. Oui.
Ouais. Et c'est très très singulier. Et en ce sens-là, c'est vrai que je vois quasiment une différence avec Warhol, qui avait l'air justement de vouloir appliquer, ne serait-ce que par le processus de sérigraphie, Oui, quelque chose de très désincarné, justement. Il disait qu'il voulait être une machine, oui. hein. Toi, comme Sieu, c'est aux antipodes de ça. C'est quelque part un duel avec vous-même, hein, pour atteindre une forme d'idéal. Oui, en même temps, l'approche de la machine, c'est pour moi, c'est une manière aussi de se mettre à distance et donc de laisser la main travailler toute seule, de laisser l'objet exister et que ce soit pas forcément tout le temps réfléchi. Donc, travailler dans une machine dans ce sens-là, mais pas une machine comme Warhol pouvait l'entendre avec la sérigraphie, plutôt de manière répétitive et de voir qu'est-ce qui peut arriver quand la main ou les mains travaillent toutes seules. Puis c'est vrai qu'on n'est pas dans la même époque parce qu'on était dans les années 60, Mm. c'est un contexte où justement l'aspect industriel, il y a une fascination finalement pour ce progrès Oui, et il y a un hommage et même un effacement en fait de l'homme par rapport à la machine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement dans un trop-plein qu'on va être à rechercher notre humanité à nouveau, même exactement. avec des Ouais, processus qui peuvent paraître ou passer pour industriels. ouais, ouais, ouais. Déjà, il y a une question que je voulais te poser par rapport à tes séries. Tu en as fait un certain nombre. Il y en a une d'entre elles qui s'appelle Commensalisme. Et Commensalisme, c'est des tartines qui sont à l'échelle normale, hein, visiblement, échelle un peu de style poilane. Elles sont hyper réalistes, elles paraissent extrêmement bonnes, donc très bien. Et ce titre-là, moi, ça m'a interpellée. Ça fait référence à quoi, Commensalisme? Alors, commensalisme, à la base, c'est une notion de partage de nourriture. Il y a plusieurs degrés dans la façon dont les espèces vivantes se partagent de nourriture. Ça va du parasitisme au mutualisme, un truc comme ça. Le commensalisme, c'est finalement quand deux êtres vivants, pas forcément des humains, se partagent la nourriture et que ça ne nuit à personne. Et je reprends toujours un peu l'exemple de quand on a terminé son repas, un petit moineau qui vient picorer sur la table, les 3 miettes qui restent. Lui, il se nourrit, nous, on est nourris, et tout le monde est content. C'est ça le commensalisme. C'est D'accord. d'arriver à que chacun puisse se nourrir sans nuire à l'autre. Et en fait, j'ai utilisé cette notion-là pour reprendre peut-être un peu métaphoriquement la manière dont moi je me nourris des idées qui flottent dans l'air du temps ou dans l'humanité, la manière dont je les produis et la manière dont je les rends ensuite en fabriquant un objet et ensuite la manière dont les spectateurs, eux, vont se la réapproprier, la réinterpréter, etc. Donc sur le même type d'échange et voilà, je trouvais ça très juste d'appeler finalement cette pièce qui fait référence à la nourriture parce que c'est une tranche de pain, qu'elle vienne rejouer cet échange-là. C'est intriguant, je te cache pas que j'étais pas du tout familière avec le mot, donc il s'oppose un peu à parasitisme, où là justement il y a une nuisance certaine pour l'hôte premier. Donc, Ouais, qui se nourrit au détriment de l'autre. Et là, pour le coup, non, je ne me nourris pas au détriment des autres et les autres ne se nourrissent pas au détriment de moi, en tout cas de mes œuvres. C'est vraiment la notion de partage, oui, c'est ça, de laisser l'autre se nourrir. je parlais d'inquiétante étrangeté par rapport à tes œuvres. Ce qui donne ce sentiment, bah là on parlait de la tartine, c'est que c'est des objets qu'on a tous un peu intégrés, assimilés dans notre quotidien, qu'on a l'habitude de voir, une tartine, un gâteau d'anniversaire qui paraît très joyeux, ça peut être un lit de conte de fées par exemple. Il y a de la vaisselle aussi, tu as fait une série avec de la vaisselle, mais l'étrangeté elle découle du fait qu'il y a à chaque fois un genre de glissement de terrain. C'est-à-dire que le gâteau d'anniversaire, ils sont toujours à moitié écroulés, ils dégoulinent de partout, c'est la catastrophe. Même la vaisselle, au final, le cristal, c'est pas du cristal, enfin, c'est de la glace qui se met à fondre. À chaque fois, il y a un effondrement, une sensation de noyade. Pareil pour le lit de conte de fées, bah, il n'y a personne dedans, il se retrouve complètement abandonné, en train de dériver sur les eaux, détrempé, en proie à la déliquescence encore. Mais en fait, tu travailles sur l'entropie finalement. Oui, c'est une manière de faire exister les objets. De toute façon, quand les objets, on les laisse tout seuls, ils vont naturellement tendre vers une certaine forme de désordre qui est l'entropie et qui est finalement l'ordre naturel des choses. Et c'est presque, alors il y a plusieurs points là-dessus, mais un en particulier, c'est aussi un peu justement peut-être on va dire un complexe d'infériorité vis-à-vis de Disney, de Warhol ou de quoi que ce soit, qui eux maîtrisent complètement leur médium et leur façon de faire. Et moi, avec mes moyens et mes deux mains, j'arriverai pas à produire ce que Disney a produit. Donc je me suis toujours rangé du côté de j'assume les erreurs, j'assume ces accidents et justement de reprendre ce côté naturel des objets et de les laisser l'entropie exister.
Et donc, se retrouver face à des choses qu'on a l'impression de connaître, mais c'est aussi une histoire d'inconscient collectif. Tout ça, c'est le lit à baldaquin, c'est un lit de conte de fées comme tout le monde pourrait l'imaginer. Les gâteaux, c'est un gâteau d'anniversaire, donc à plusieurs étages, avec des guirlandes, etc. Un rouge à lèvres, qu'est-ce que c'est? C'est un tube avec des paillettes et il faut qu'il soit dans des tons rouges. Et de laisser cette idée, en fait, sublimer ou exister au-dessus de l'objet. Donc voilà, pour pouvoir peut-être aussi parler aux autres et avoir comme un échange par rapport à une base commune sur l'inconscient collectif. Ouais, c'est vrai que, et finalement, des fois, les choses, on a tous intériorisé aussi le déclin, hein, quelque part. Moi, par exemple, j'ai une phobie des bouquets de fleurs. Je supporte pas qu'on m'offre un bouquet de fleurs parce que à partir du moment où on me l'offre, il va commencer à complètement décliner. Je sais que je vais me retrouver. Pour moi, c'est comme m'offrir un cadavre, tu vois. Je suis d'accord. Moi, j'ai toujours trouvé ça étrange qu'on appelle ça des fleurs fraîches, parce qu'elles sont plus fraîches à partir du moment où on les offre, sauf si on les offre en pot, mais elles sont en voie de décomposition. Hein. C'est une nature morte au sens littéral du terme. C'est la nature qui est morte, ouais. Mais même les contes de fées, finalement, il y a quelque chose de très inquiétant. Ils ont été revisités à toutes les sauces. Disney les a surtout Disney les a édulcorés, etc. Mais il y a une base très sombre des contes de fées. Ça parle toujours de violence. Oui, quand on s'intéresse vraiment à l'histoire originale, c'est assez horrible. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin toujours, si c'était depuis que je suis artiste, depuis étudiant aux Beaux-Arts, de me dire pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de se mentir, en fait? Est-ce que la part sombre des choses n'est pas raison d'exister aussi? Pourquoi est-ce qu'un gâteau doit toujours être réussi? Pourquoi est-ce qu'un rouge à lèvres doit être parfait? Ou pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas un lit tout seul, abandonné dans la nature? Et c'est là, justement, où ça commence à déclencher une nouvelle histoire, ça déclenche une nouvelle interrogation. Et c'est ce que j'aime bien dans mon travail. Ou en tout cas, c'est de poser ces questions. Mais surtout que sur tes objets, tu mets au final, tu les édulcores a priori beaucoup. Il y a un certain lustre. Le gâteau est vraiment super coloré. Le lit, c'est vraiment la conte de fées. Le conte de fées, c'est vraiment, il y a un côté pimpé. Et ça ressemble quasiment à des nanas qui sortent en boîte ou à des péripatéticiennes, mais c'est le lendemain matin, passer la magie et les paillettes. Il y a quelque chose de crépusculaire au final. Oui, mais c'est ma façon d'approcher les choses. On parlait de baroque, mais c'est ça, c'est exagérer, forcer le trait, remettre des paillettes sur les paillettes, utiliser des couleurs flashy. Mais c'est aussi parce que j'ai une certaine appétence pour tout ça, pour ce qui fait, tout ce qui brille. Et comment est-ce que finalement, ça représente presque un monde un peu qui vient nous leurrer. Oui. C'est ça aussi qui est une dimension dans mon travail, c'est quelles sont ces illusions dans lesquelles on aime bien se perdre et vers quoi qu'est-ce qu'on a envie de croire en sachant pertinemment que c'est faux. Donc voilà, une espèce d'aspiration à la perte de soi ou en tout cas de errer sur les chemins. Enfin, c'est aussi pour ça d'avoir ces objets qui sont un peu des mirages, qui viennent comme ça attirer à eux un spectateur, pour lui montrer que finalement, il n'est pas parfait, il est abandonné, il est raté, il est en train de s'écrouler, etc. Il a l'air très beau de loin, mais voilà. C'est la détresse absolue au final. Et c'est vrai que ça rejoint finalement cette notion, enfin c'est comme ça que je t'ai toujours perçu. Moi, je t'ai toujours perçu comme un éternel jeune homme émerveillé. En fait, quand je te vois maintenant, je te trouve pas très changé. Bon, forcément, on a pris quelques rides et quelques voilà. Après, c'est l'entropie également. Mais voilà. Mais je retrouve cette forme de candeur, en fait, d'enthousiasme chez toi. Il y a ce côté émerveillé, puis il y a ce côté évidemment désenchanté. Et à quel point, quelque part, l'émerveillement et le désenchantement, ils vont fonctionner main dans la main. Ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. Parce que toute notion, comme l'ombre et la lumière, s'il n'y a pas d'ombre, est-ce qu'on peut seulement définir la lumière? Donc à un moment, il faut comprendre que les meilleures choses ont une fin, mais ça veut aussi dire que les pires choses ont aussi une fin. Enfin, c'est l'un complète l'autre et ne peut pas exister sans son penchant négatif ou opposé, parce que c'est pas forcément négatif, mais en tout cas opposé. Et voilà, c'est peut-être pour mieux sublimer la beauté qu'on a besoin de la laideur et vice-versa. Et c'est comme ça, c'est un équilibre naturel des choses et que je respecte aussi intuitivement dans mon travail en laissant les choses se dégrader ou s'abîmer pour mieux montrer à quel point elles sont neuves. Par exemple, quand je fais mon banquet en glace, il faut être présent au moment, à l'heure H du vernissage parce qu'il va durer 3 heures et que 3 heures plus tard, tout ce qu'on verra, c'est de l'eau sur la table. Exactement. Tu documentes dans ces cas-là parce que j'imagine que le processus de désintégration, d'inondation même, c'est quelque chose en time-lapse. Si tu l'accélères, c'est une performance en soi, quoi. Oui, c'est vraiment étrange de le voir en time-lapse parce que c'est une façon dont la vaisselle a de fondre qui n'est pas une façon naturelle qu'on
qu'on pourrait imaginer. Finalement, la glace fond sur elle-même, donc les objets tiennent en équilibre très longtemps. Et voilà, de représenter ce processus, etc. Mais c'est ce que je le fais souvent aussi, par exemple avec le lit à baldaquin qui est posé flambant neuf au début de l'été sur un lac, et quand on va le retrouver à l'automne, il a fait son temps. Mais c'est ce qui fait sa beauté aussi, ça patine. Et tu as fait un jeu de mots aussi par rapport à glace. Rapport glace, c'est le verre, et pour nous, pour les Anglais, glace, c'est le verre, et ça paraît être du verre, mais pour nous, la glace, c'est justement ce qui va fondre. Oui, mais moi, j'étais parti de cette idée-là pour cette œuvre que j'ai appelée Nature morte d'ailleurs. Comme si dans mon cerveau, le mot, le verre, la glace, était tout rangé dans une même case. Et c'est vrai qu'on retrouve dans l'étymologie ou comparé avec les Allemands, les Anglais, le glace, qui est la glace d'eau. Alors il faut préciser, mais c'est une glace en français, on peut la manger, mais c'est aussi un miroir, c'est le verre. Et que finalement, je suis peut-être pas le premier à m'épandre sur la signification du mot, mais je trouvais ça marrant de me dire, ok, bah du coup le verre c'est de l'eau glacée. Et on va tout remplacer par de l'eau glacée. Ça. Et ça donne encore l'impression que les apparences sont trompeuses, justement, ce mot, quelque part. Tu vois, oui. Ça génère d'une langue à l'autre justement ce glissement de terrain et cette ambiguïté entre les textures, entre le vrai, le faux. C'est particulier, quoi. Et par rapport à ta capacité d'émerveillement, tu estimes qu'elle est encore intacte 22 ans plus tard? Elle est intacte, toujours. J'ai toujours un grand plaisir à découvrir les choses, à les apprendre. Après, elle est un peu attaquée de toutes parts, mais bon, c'est aussi avec l'âge, avec les responsabilités. Voilà, il faut aussi payer ses impôts et faire des choses moins drôles. Et voilà, faire sa vie d'adulte. Mais non, elle est toujours là. J'ai toujours un grand plaisir à découvrir beaucoup de choses différentes. Ça m'interroge justement sur une question que je me pose toujours. Quand on est artiste et qu'on réussit à gagner notre vie en tant qu'artiste, souvent il y a d'autres qualités qui vont être complémentaires de juste produire de l'art. Selon toi, c'est quoi les qualités qui sont importantes pour faire ton choix en tant qu'artiste à part peindre? Je dirais la première qualité, c'est l'endurance. Ouais. Il faut être prêt à courir 10 marathons à la suite. Parce qu'il n'y a rien qui arrive tout de suite, et il faut être prêt à traverser beaucoup de déserts aussi. Et faire des œuvres pour seul, soit unique spectateur, et peut-être un jour les gens les verront, etc. Mais donc oui, il faut vraiment être endurant. Et est-ce que tu estimes qu'il y a d'autres qualités, notamment sociales, pour aller au-devant des autres, pour nouer des liens professionnels, des partenariats? Est-ce qu'il y a un moyen, un moment où il faut être capable de se sortir les doigts et d'y aller, quoi? Alors, c'est toujours mieux d'être avenant et d'arriver à parler en société, mais moi, j'ai jamais trop voulu jouer le jeu non plus. C'est quelque chose que j'aime pas forcément faire, même si maintenant, c'est un peu plus simple qu'à 20 ans. Enfin, étant jeune adulte ou jeune artiste, c'est toujours très difficile. On est bien timide, etc. Après, voilà, je pense que foncièrement, fondamentalement, le travail peut se défendre tout seul. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je dis, moi, ma manière de m'exprimer, c'est mes œuvres. Donc, c'est les œuvres qu'il faut écouter, c'est pas forcément moi. Et c'est elles qui seront ma meilleure carte de visite ou mon ambassadeur. Voilà, je préfère qu'on s'intéresse à mon travail plutôt que à quoi je peux ressembler ou ce que je peux dire dans un vernissage. Je suis assez d'accord avec toi. Après, à quoi on peut ressembler, ça en effet, c'est variable et peu importe. Je suis d'accord avec toi sans être complètement d'accord avec toi, parce que c'est vrai que tous les artistes que j'ai interviewés ont tendance à vouloir laisser l'œuvre parler pour eux. Et moi, d'ailleurs, j'ai ton livre, Vincent Auline, et je ne l'ai pas sur moi, mais on le montrera. Et honnêtement, le fait de lire tes interviews et de lire justement ton propos par rapport à tes œuvres, j'ai trouvé que ça donnait tellement un surplus. Mais des fois, on est phagocyté quand on est artiste par l'image et on ne se rend pas compte que le propos qu'on a derrière, il est tellement important justement pour sortir du monde de l'image. Instagram, on en reparlera, c'est que de l'image. Et quelque part, l'image en profusion noie l'image et on ne se rend pas compte en fait quel est le commentaire de l'artiste, quelle est sa singularité. Et moi, en lisant ton livre, je me suis dit, c'est quand même foutrement intelligent. En fait, vraiment, la manière dont tu vois les choses, et c'est une sensibilité que j'ai aussi, parce que, pareil, moi, j'ai toujours eu super peur de l'entropie, que ce soit pour les fleurs ou pour moi-même, voilà. Et la manière que j'avais de faire des portraits, c'était de figer pour toujours, en fait, un visage d'une manière sublimée, vraiment le plan qui va me plaire. Donc, pour moi, c'est très, très important, le commentaire de l'artiste.
Oui. C'est ce qui fait que c'est lui, et je t'assure que ton commentaire est hyper important, quoi. Mais alors, peut-être plus pour rajouter, oui, je comprends tout à fait que c'est toujours intéressant d'avoir l'éclairage de l'artiste par rapport à son propos, etc. Mais il faut que l'éclairage vienne après la fabrication et pas l'inverse. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes peut-être qui se perdent en se disant il faut, voilà, sur une base d'une idée, c'est ça que je veux faire et donc je vais faire l'œuvre. J'ai l'impression que c'est l'inverse, parce qu'on apprendra en faisant l'œuvre. L'œuvre elle-même va parler, va exprimer quelque chose qu'on n'avait peut-être pas senti et qui vient dans un deuxième temps. Ouais, tout à fait. C'est comme une super belle fille ou un super beau mec, en fait, qui t'envoie du rêve et que tu as envie de connaître. Et quand il va, que tu creuses et qu'à l'intérieur, ça marche aussi super bien. Là, tu dis bingo, mais je trouve que quelque part, il faut quand même une synergie des effets, quoi. Oui. Évidemment. L'intérieur, l'extérieur, c'est important. On parlait justement d'Instagram. Tu es sur Instagram? Oui. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Je ne sais pas, parce que ça va être diffusé sur les réseaux sociaux, tout ça. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses? Je déteste les réseaux sociaux. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas sociaux du tout, déjà. C'est un vaste mensonge. On s'est fourvoyé avec Instagram, enfin, ou Instagram se fourvoie, je ne sais pas comment on peut le présenter, mais à la base, c'était un échange d'images, ce qui est une très bonne idée en soi. Après, c'est devenu ce que c'est maintenant. Ça allait très bien pour moi tant que c'était la manière naturelle de fonctionner. C'est-à-dire, si les gens aiment, ils envoient un petit cœur. S'ils aiment pas, s'ils aiment, ils s'abonnent. S'ils aiment pas, ils se désabonnent. Malheureusement, maintenant, ces grosses entités qui sont tous ces GAFAM, etc., veulent prendre la main dessus et décident avec leur algorithme, qui est montré et comment et qu'est-ce qui fait le buzz et qu'est-ce qui doit être montré. Et je trouve que c'est en train de nous envoyer dans un mur qui va se rapprocher assez rapidement. Moi, ça me fait très peur, dans le sens où finalement, c'est la machine qui décide qui voit quoi. Exactement. Alors qu'on pourrait tout simplement échanger entre nous, et on avait un médium idéal pour le faire, Internet et des appareils photo. Il ne fallait pas plus que ça, des téléphones. Et voilà, je me méfie vraiment, vraiment de la façon dont on est curaté par Instagram. Et de toute façon, je le vérifie à ma propre échelle. Par rapport aux images que je poste, je vois bien quand je mets tel type d'image qu'elle va beaucoup mieux marcher, alors qu'a priori, j'ai la même base de followers, etc. Donc, Et quand tu regardes les statistiques, forcément, tu vois que ça se confirme de toute manière. Ah oui. Après, c'est quand même une énorme différence de passer d'un algorithme chronologique. Au début, on était, il y a 10 ans encore, dans un algorithme chronologique. Donc, à partir du moment où tu suivais une personne, tu voyais ce qui est publié. Maintenant, tu vois toutes les publicités, mais tu vois plus les personnes. Donc, il y a mais en même temps, on en a aussi besoin. Alors, je ne vais pas le nier, bien sûr. C'est à cause de l'amnésie collective. C'est une plateforme exceptionnelle si Warhol avait eu Instagram, je ne sais pas ce qu'il en aurait fait, mais peut-être il aurait été autrement. Mais c'est une caisse de résonance incroyable, Instagram. On peut s'adresser à n'importe qui, à l'autre bout de la planète, et les gens verront une œuvre qui a été vue pendant 3 heures en train de fondre sur une table, je ne sais pas, en Dordogne. Donc ça, c'est incroyable. Je m'interrogeais aussi parce que justement, tu travailles pour des grandes marques, comme certaines que je ne vais pas nommer, des grandes marques comme Hermès. Tu travailles aussi pour le voyage à Nantes. C'est assez colossal, je pense, le travail qui t'est demandé pour faire des décos de Noël. C'est dans toute la ville, hein? Oui, alors c'est pas des décos. Moi, je les appelle pas décos. Pour moi, ça reste des œuvres, mais c'est dans toute la ville. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Ça intervient à un moment des fêtes de fin d'année. Donc oui, ça décore la ville d'une certaine manière. Mais moi, mon propos, ça a toujours été de faire des œuvres. Et c'est colossal. Et heureusement, je suis pas tout seul. Et c'est là où j'ai aussi appris à travailler avec des équipes de personnes, d'installateurs, qui font les gestions avec les habitants, de budget, etc. Donc voilà, moi je suis un peu le chef d'orchestre ou le directeur artistique de tout ça, mais c'est à l'échelle de toute la ville et c'est à la fin de l'année, de fin novembre à début janvier. Moi, je trouvais ça vraiment incroyable parce qu'on retrouve, j'ai l'impression, des symboles forts et classiques en fait de la ville, comme ce buffle. C'est un buffle qu'il y a. Un mouflon. Un muflon, hein, ouais. Oui, qui lui-même a existé dans les jardins botaniques. Non, c'est je me souviens jamais du nom. Enfin, bref, le jardin botanique de Nantes, de la ville. Mais la statue avait été fondue pendant la guerre. On a perdu la trace, mais il reste une carte postale ou quelques photos. Et en fait, j'étais parti de la statuaire nantaise, et donc ça fait partie des inspirations d'avoir ressorti ce mouflon à manchettes, dont un exemplaire, un spécimen est conservé et empaillé au musée d'histoire naturelle de Nantes. Donc quelque part, ça a rejoué la boucle.
et qui a servi comme ça d'inspiration pour atterrir en sculpture lumineuse dans la ville. Ouais, c'est des éclairages néons en plus, t'imagines comment j'adore, avec des violets, des roses, enfin on se retrouve dans une ambiance comme sur une autre planète, avec finalement des marqueurs forts, historiques forts finalement. Ben, j'ai beaucoup joué sur les couleurs, mais parce que moi j'ai toujours considéré que c'était finalement un spectre qui n'était pas visible, un peu comme on filme en caméra thermique parfois, et on se retrouve avec des couleurs bizarres à des endroits bizarres qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude des couleurs. Et comme c'est un travail qui est principalement vu la nuit, le projet s'appelle La nuit je vois, c'était de jouer là-dessus en fait. C'était de dire finalement les couleurs vont pas être là où on les attend et pas forcément celles qu'on attend non plus. Et le processus de travail, quand tu travailles pour ce type de projet, il doit être très différent. Comment il est différent concrètement? Tu as des équipes, des conseillers, des exécutants Alors oui, entre autres, ça dépend après des projets. Il y a des projets qui ont été faits en série, donc qui sont faits par une entreprise, mais moi j'avais fait tous les dessins qu'il fallait, tout sur une palette graphique qui avait été envoyée, qui ont ensuite été imprimés. D'autres où c'est moi qui ai fait la maquette et la maquette sert à créer l'original, de travailler directement sur l'original, ou aussi de faire sous-traiter complètement, c'est-à-dire en dessinant et de laisser une autre personne, parce qu'il faut savoir que c'est une structure en métal sur lequel du tissu est tendu et sur ce tissu il est ensuite peint. Donc la personne va travailler le métal, etc. Donc ouais, je travaille de différentes manières à différentes échelles. Vous êtes combien du coup sur le coup? Quand vraiment tout le monde est là, je pense qu'on a été des fois une cinquantaine à s'activer en même temps. Ouais. Et c'est combien d'objets d'art qui sont je crois qu'on est autour de entre 700 et 800. Oh, c'est titanesque. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments en série. Hein. Tu t'y prends combien de temps à l'avance? Ah ben là, ça y est, là, Noël a commencé dans ma tête depuis février. Ouais. Et tu fais les décos depuis combien de temps là? Parce que plusieurs années. Ça a commencé, ouais, c'était la première édition, c'était en 2021. On arrive à la 4e édition, il y en aura encore une, et la dernière l'année prochaine. Pour Hermès, dans ces cas-là, tu as carte blanche aussi? C'est eux t'ont contacté, ils connaissent ton travail, ils aiment... C'est ça, ils aiment mon travail, ils aiment mon esthétique. Après, ils me proposent une collaboration, dans le sens où moi, je leur propose une idée, ils vont soit la réinterpréter, soit me laisser faire. Généralement, ils me donnent vraiment carte blanche, voilà, d'enchaîner des projets avec eux et de faire soit des lancements de boutiques à l'étranger ou, en l'occurrence, comme maintenant, les vitrines en France, les vitrines Hermès qui sont visibles voilà, dans tous les magasins Hermès de France. Ah, félicitations. Hein, ouais, c'est rigolo. Honnêtement, ça dépote. Hein. C'est complètement, c'est vraiment génial. Ah, tu as fait du chemin. Ouais. Et je me demandais si tu avais des projets à venir, justement. J'ai des projets à venir. À part, évidemment, à Noël. Oui, il y en a d'autres. Il y en a qui sont encore confidentiels, mais qui arriveront. Et puis moi, j'ai mes projets à moi ou que j'aimerais bien mener, parce que c'est bien beau de travailler pour Noël ou pour Hermès, ou etc. Mais de trouver un peu de temps à l'atelier pour faire mes projets. J'ai des idées, je suis en train de travailler dessus, de faire mes prototypes et voilà, de les sortir le jour où j'arrive enfin à les faire exister. Et c'est quoi ton inspiration, si tu peux spoiler déjà un petit peu? C'est une nouvelle obsession ou tu es dans la continuité de ce que tu faisais déjà? Je pense que c'est dans la continuité de ce que je fais déjà, dans le sens où ça va pas durer. J'aime bien jouer cette notion d'éphémère, mais du danger aussi, du risque. Alors, bon, pour spoiler un peu plus, c'est autour de la bougie. D'accord. Une bougie, on peut la garder éteinte ou on peut décider de l'allumer et de la faire fondre. Voilà. Et sur ce principe-là, d'avoir créé une œuvre là-dessus. D'accord. On peut éventuellement aller à la catastrophe. Voilà, il ne faut surtout pas les allumer. Mais non, d'accord. C'est ça, okay. Je décline toute responsabilité. Super. J'ai hâte, en tout cas, je vais avoir hâte de voir ce que tu vas nous proposer pour la suite. Avec plaisir. Bon, je te remercie Vincent, c'était super d'avoir ce contexte pour pouvoir se retrouver, discuter de toutes ces choses qui me tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur. À très bientôt pour Art Talk Show sur Hors Média.